Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver dans ce 13e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune. Ce nouvel épisode se déroule sous l'influence de la pleine lune en Scorpion et d'une éclipse totale lunaire, appelée aussi la lune de sang. Elle se produit le 16 mai à 6h14. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, je souhaite vous dire un mot sur la pleine lune du jour. La pleine lune est donc ce moment où la lune est visible dans notre ciel noir car éclairée par le soleil. Cette phase lunaire arrive à peu près 15 jours après la lune noire. Et dans ces énergies, la pleine lune nous invite à mettre en lumière nos ombres et freins les plus intenses dans notre vie du moment. La pleine lune invite à faire un bilan avec soi, vérifier où nous en sommes avec nos vœux énoncés 15 jours plus tôt. Sont-ils exaucés ou pas encore ? C'est le bon moment pour réajuster nos actions. Cette pleine lune est en Scorpion, un signe puissant, loyal et direct. Le Scorpion est un signe de l'élément eau, qui tire sa force dans le domaine psychique et émotionnel. Et comme les autres signes d'eau, il est extrêmement clairvoyant et intuitif. Le Scorpion est un maître en persuasion, qui obtiendra ce qu'il veut la majeure partie du temps. Avec l'éclipse lunaire, la pleine lune de mai a beaucoup d'énergie et nous pousse vers la compréhension et l'amélioration de notre situation financière et vie intime. Elle soutient aussi notre conviction et notre ténacité. Nous sommes donc prêts à assumer les changements nécessaires dans notre vie. Pour autant, cela ne veut pas dire que ce sera aisé. Nous devrons aussi accueillir et gérer les blocages qui s'imposent à nous. Alors que la pleine lune est en Scorpion, le soleil, lui, est en Taureau. Deux signes littéralement opposés, mais qui justement favorisent l'équilibre entre le soi et le collectif, ce qui m'appartient et ce qui t'appartient, le concept de forme et de transformation. Ainsi, nous sommes invités à exprimer à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour cela, rien de tel que de trouver ancrage dans notre ventre, qui est à la fois nos racines et notre cerveau émotionnel. Bienvenue dans le 13e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune, du ventre subi au ventre en vie. Ici, il va être question du ventre, de ce qu'il y a dans le ventre, des liens qu'on peut faire entre les différents systèmes abdominaux et également ce qu'il y a autour du ventre dans sa dimension énergétique et symbolique. Comme d'habitude, je vais vous conter dans cet épisode des choses que vous n'avez jamais entendues au sujet du ventre. Et c'est parfait ainsi. Je crois qu'il est grand temps de considérer le ventre dans sa complétude et non plus par petits bouts, en séparant le cycle menstruel du système digestif, les hormones du cerveau et la perte de sens de sa vie au rejet de son ventre, qui à lui seul est source de vie et d'énergie. Dans cet épisode, je vais aussi vous parler un peu de moi et de mes expériences du ventre subi au ventre en vie. Je vous l'annonce tout de suite, cet épisode va être un peu long. Le sujet du ventre est très vaste. Et d'ailleurs, à ce sujet, je propose au mois de juillet 2022 une retraite de 4 jours que j'ai intitulée « Le ventre sacré ». J'aurais très bien pu appeler cette retraite « Du ventre subi au ventre en vie ». En tout cas, si cet épisode vous parle, je ne peux que vous inviter à aller lire ma page pour la retraite Le ventre sacré qui a donc lieu en juillet 2022. Et si besoin, je suis disponible par mail pour répondre à vos éventuelles questions. Commençons par le début. Le ventre, ou plus exactement l'utérus, est cet espace où toute vie humaine débute dans la matière. Quel que soit notre sexe, nous sommes tous et toutes arrivés dans la matière par l'utérus. Vous savez comme moi
qu'un embryon humain est créé à partir de 2 gamètes, une ovule et un spermatozoïde. Et qu'une fois l'union de ces 2 gamètes réalisée et un début de division cellulaire, l'œuf va se nider dans la paroi de l'utérus, appelée l'endomètre. C'est cette même couche de cellules et de tissus, très nutritifs, qui est éliminée de l'utérus en cas d'absence de fécondation et de nidification pendant la période nommée menstruation, ou règle dans le langage commun. Prenons le temps de s'arrêter, oui, déjà, et d'intégrer cette information. Notre vie, à tous et toutes, débute dans un utérus. Utérus, lui-même lové dans le ventre, entre la vessie et le côlon. Quel que soit votre sexe, prenez le temps de réaliser cette information si simple. Peu importe où vous êtes actuellement, chez vous, dans la rue ou au travail. Prenez conscience de tous ces utérus qui vous entourent. Ces lieux, comme des nids, dans lesquels la vie est créée d'une petite graine à un bébé de plusieurs kilos. N'est-ce pas fabuleux ? N'est-ce pas magique ? En tout cas, moi, ça me fascine. Imaginez-vous 20, 30, 40 ou 50 ans en arrière selon l'âge que vous avez. Vous venez de là. Vous venez d'un utérus. Nous venons toutes et tous d'un utérus. Alors, à la question « Mais d'où tu viens ?» Vous savez quoi répondre maintenant. Ainsi, plus de problématiques de territoire, de frontières, de nationalité, ni même de filiation. Nous venons toutes et tous du même endroit. Que dire de plus sur l'utérus et ce qui l'entoure et que vous ne connaissez pas encore ? J'ai envie de vous transmettre ici toute la dimension mouvante et changeante de l'utérus et plus largement de la matrice. Ah oui, à ce sujet, j'emploie le terme de matrice pour parler des organes génitaux féminins. Je trouve ça plus court et plus beau à prononcer. Il faut savoir qu'au cours du cycle menstruel, l'utérus, donc inévitablement tout ce qui l'entoure, le col, les trompes, les ovaires et le vagin, change de position dans le ventre. Lors de la période ovulatoire, puis la période menstruelle, l'utérus va se verticaliser. En dehors de ces 2 périodes, l'utérus est couché sur la vessie. Donc, quoi qu'il se passe dans la vie d'une femme, l'utérus se mouvoie selon un rythme bien spécifique. Dans l'inconscient collectif, et dû notamment aux planches anatomiques vues et revues notamment dans les cours de bio, nous pensons toutes et tous que l'utérus est un organe à plat, étalé dans le ventre, arrivant jusqu'au nombril, voire parfois certaines personnes pensent qu'il arrive même jusque sous l'estomac. Non, ne riez pas. Regardez votre ventre. L'utérus est donc derrière le pubis et la vessie, et tranquillement déposé sur cette dernière. Il est possible de le palper en plaçant sa main à plat, juste au-dessus de l'os du pubis. L'utérus est là, à 4 travers de doigts. Nous pouvons donc palper ce lieu, source de vie humaine, du simple bout de nos doigts. Vous vous en rendez compte ? Du simple bout de nos doigts, nous pouvons toucher la source de la vie humaine. C'est beau, n'est-ce pas ? Je précise tout de même que si vous souhaitez vous expérimenter à l'anatomie palpatoire sur une autre personne que vous, cela ne se fait pas sans le consentement éclairé de la personne, mais ça va de soi. Et vous, comment vivez-vous votre utérus, si vous en avez un ? Comment vivez-vous votre matrice, vos cycles menstruels ? Aujourd'hui, 75% des femmes souffrent du célèbre syndrome prémenstruel. Alors, entre les « c'est dans la tête, madame » ou le « non, madame, il n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, je vais vous mettre sous pilule », il est souvent difficile de se positionner et de ne pas se disperser, voire même de tout abandonner tellement les discours sont opposés. Et même, je pense sincèrement qu'en reconquérant les connaissances liées à l'anatomie et physiologie de nos cycles menstruels, je pense que ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Eh bien parce que nous restons dans l'espace de la tête, dans le mental, et que le mental n'est pas la voie du bonheur. Sinon, notre monde serait bien plus épanoui que ce qu'il est aujourd'hui.
Une des clés pour ne plus subir ces cycles menstruels est d'avoir une pratique d'écoute et de mouvements corporels adaptés. Je vais vous raconter une anecdote. Collégienne, j'ai été parmi les dernières à être réglée de ma classe. Les filles de mon âge m'avaient toutes prévenues. Ça allait être horrible, douloureux, invalidant et même sale. Je n'écoutais pas vraiment ce qu'elles me disaient et j'étais même parfois surprise ou choquée de leurs mots. Comment pouvait-on parler de soi et de son corps ainsi ? À cette époque, pourtant, autour de moi, aucune femme mûre inspirante pouvait me transmettre un certain savoir de femme à femme. Et à cette période, j'étais pas forcément très à l'aise non plus avec mon corps. Pourtant, je savais que j'avais un lien sain et aimant avec mon sexe de jeune ado. Mais d'où cela me venait-il ? La clé, je l'ai compris bien plus tard. C'est en effet dans une de mes lectures, 2-3 ans avant l'arrivée de mon cycle, que j'ai expérimenté un contact physique, concret, doux et agréable avec mon sexe. Ce livre, et vous allez être très étonnés, c'est le journal d'Anne Frank. Oui, vous avez bien entendu, c'est le journal d'Anne Frank qui a fait mon éducation sexuelle, ou devrais-je dire, mon éducation à la masturbation. J'ai par chance pu lire la version non censurée de son livre, dans lequel elle raconte, dans un passage, sa rencontre extraordinaire avec son sexe de jeune adolescente. Ayant à peu près le même âge qu'Anne Frank, j'ai suivi à la lettre, à cette époque, sa description. Elle y parlait de son doigt, qui se baladait, et qui glissait doucement sur sa vulve, entre ses lèvres. Elle parlait de la chaleur de son vagin, de la douceur, du fait qu'elle avait envie d'y rester tellement c'était doux. Cette expérience fut aussi transformatrice pour moi que pour Anne Frank. Cette transformation s'est passée dans les profondeurs de mon être, dans le rapport à mon corps, à mon sexe, à mon désir, à la vie. Nous pourrions suivre des centaines d'heures de cours nous expliquant ceci ou cela, qu'il faut faire ceci pour obtenir cela. Mais ces enseignements sont vains, car ils ne font pas lien avec la matière, avec le concret. Ils restent dans le mental, dans l'espace de la tête. Et nous savons bien que le mental nous raconte que ce qui l'arrange. Alors, non pas que toutes les femmes doivent se masturber en début de cycle pour ne plus avoir de douleurs de règles ou pour apprécier son sexe, quoique pour les douleurs de règles, mécaniquement parlant, la masturbation permet vraiment de soulager les contractions utérines. Mais ceci doit rester un acte choisi personnellement. Je crois donc que c'est à chacune de trouver la pratique corporelle qui lui convient le mieux et surtout, l'associer à la conscience de la sensation physique dans l'instant présent. Alors, ces pratiques corporelles si prometteuses, quelles peuvent bien-elles être ? Ce peut être tout simplement la respiration, la méditation, la danse, le qigong, le yoga, mais aussi les bains chauds ou tièdes, la sieste relaxante, les automassages ou encore l'auto-observation, etc. Au sujet de la respiration, et si vous ne me connaissez pas encore bien, sachez que c'est la clé d'une vie fluide. Voilà plus de 10 ans que j'enseigne à la redécouverte ou à la découverte de la respiration originelle, à savoir la respiration complète. À ce sujet, vous pouvez trouver une vidéo sur ma chaîne YouTube pour réinstaller dans votre corps la respiration complète. Alors vous verrez, la vidéo n'est pas toute jeune et mon aisance dans la caméra n'est pas très naturelle. Mais peu importe, ce qui compte, c'est le contenu de la vidéo. Allez la voir et même si vous la connaissez, les révisions font toujours le plus grand bien. Concernant l'auto-observation, j'aimerais dire un mot. Avez-vous déjà entendu parler de la symptothermie ? La symptothermie est une méthode d'observation de la matrice et de ses cycles en vue de connaître ses périodes fertiles et ses périodes non fertiles. Pour faire court, c'est une méthode de contraception naturelle. Mais je n'aime pas trop cette dernière définition, car à mon goût, elle est trop limitante. Vous l'aurez compris, j'aime dévier de l'indication première tout objet. Voyons ici comment la symptothermie peut devenir non pas simplement une méthode pour ne pas avoir d'enfant, mais plutôt une pratique de connexion à soi et à ses profondeurs. La symptothermie consiste à observer 3 éléments, à savoir la température corporelle générale, la glaire cervicale et le col de l'utérus. J'insiste bien sur le fait que la symptothermie consiste bien à évaluer
observer ces 3 éléments à la fois. Sinon, ça n'est pas de la symptothermie, mais plutôt la méthode Ogino pour la température seule, et au passage qui n'est pas viable en tant que méthode contraceptive, c'est pas suffisant, ou la méthode Billig qui consiste à observer la glaire cervicale seule. Alors que nous soyons seuls, avec un ou des amants, ou encore en couple, peu importe, la symptothermie peut vraiment devenir une pratique corporelle de reliance et de compréhension à son corps et sa matrice. Il n'est pas rare d'ailleurs que des femmes subissent un cycle douloureux à cause des contraceptions chimiques que sont la pilule, les implants ou les stérilés. Reste pour la femme la symptothermie. L'intolérance à la chimie peut vous emmener vers une pratique plus large que la simple contraception. Et ainsi, vous vous reconnectez à votre matrice, à ses rythmes, à sa vie mouvante, et vous vous reconnectez par la même occasion à la vie qui circule en vous. Une belle façon de voir les choses. Qu'en pensez-vous ? Toujours dans ce voyage de voir les choses sous un nouvel angle, passons au sujet des douleurs. Comment traduisez-vous les douleurs dans votre ventre ? Qu'est-ce que d'après vous, elles viennent raconter ? Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ? Bien évidemment, nous pourrions passer de nombreuses heures et beaucoup d'énergie à chercher le pourquoi du comment, et à se perdre dans les méandres des symptômes sans trouver véritablement la source. Maintenant, je vous propose de voir la douleur non plus comme un signe qui vous dit qu'à l'intérieur quelque chose ne va pas, mais plutôt comme un signal pour faire le chemin vers vous, pour vous tourner enfin vers votre corps et l'écouter vraiment. J'appelle cela le pouvoir du renversement. Autrement dit, au lieu de mettre son focus vers la douleur et le désir de l'éteindre absolument, l'idée est de renverser la situation en réalisant que la douleur est comme une chance pour enfin se mettre au centre de ses priorités et d'agir vers la prise en soin de son corps, de soi. À ce sujet, je vais vous rapporter 2 histoires. La mienne, dans un premier temps, et celle d'une de mes clientes en coaching pro. J'ai déclaré, à l'âge de 23 ans, une maladie intestinale chronique inflammatoire appelée la rectocolite hémorragique, RCH pour les habitués. J'étais à ce moment-là infirmière. J'ai continué à travailler dans le service de psychiatrie adulte dans lequel j'étais, tout en mettant en place de nouvelles habitudes de vie pour ma santé, comme une alimentation sans gluten, des recherches sur l'origine de la maladie, des remèdes maison à base de plantes, etc. J'ai tout fait pour garder ma vie habituelle, j'ai juste rajouté à mon quotidien des rituels santé. Mais il est arrivé un temps où je devais bien me rendre à l'évidence. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je réalise que, ne serait-ce que les horaires, changeant matin puis après-midi, aller à l'encontre de la qualité de mon rythme de sommeil. J'ai donc quitté l'hôpital dans l'optique de mettre encore plus de justesse et d'équilibre dans mon rythme de vie et ainsi soutenir la vie dans ce ventre plutôt que de le subir chaque jour et de me forcer à tenir bon pour aller au travail. Et c'est sûrement l'un des plus beaux cadeaux que je me sois offert, car après cela, j'ai pu vivre au rythme de mon corps, ajuster mon quotidien en cas de douleur invalidante, écouter la fatigue interne. Cela n'a pas été compris par mon entourage, loin de là. D'autant plus que cette maladie, la rectocolite hémorragique, et toutes les autres, comme Crohn, la fibromyalgie, l'endométriose, sont invisibles. Pourtant, moi, à ce moment-là, je savais bien que j'avais pris la meilleure décision pour ma vie. Ce ventre subi est devenu à partir de là celui qui m'a guidée vers la vie, ma vie, celle que je devais vivre en fonction de qui j'étais, tout simplement. L'histoire de ma cliente est quasiment similaire. À la différence, c'est que cette femme a longtemps cru qu'elle devait mettre son énergie vers le changement de métier. Atteinte d'une maladie invisible et elle aussi mal connue dans son processus de déclenchement et d'évolution, répondant au nom de candidose, ma cliente avait repéré que le stress au travail influençait les poussées de la candidose. Très simplement, elle a voulu éliminer l'élément aggravant. En changeant de métier, se disait-elle, je n'aurai plus de stress, donc plus de poussées. Soit, le raisonnement se tient. Cependant, dans la vie, ça n'est pas aussi simple que cela. Elle a fait un bilan de compétences qui, à sa grande surprise, l'a réorientée vers le métier d'infirmière, métier qu'elle exerçait déjà et pourtant qu'elle voulait quitter. Retour à la case départ.
Les années passent et la candidose évolue, malheureusement. Cela ne va pas mieux, jusqu'au moment où nous nous retrouvons en consultation avec cette nouvelle prise de conscience. Une reconversion professionnelle demande beaucoup d'énergie, de persévérance et de concentration. Actuellement, ma cliente est physiquement et psychologiquement à plat. Son corps lui demande qu'une chose, du repos, de la douceur, de la lenteur et la mise en place sur la durée de rituels pour sa santé, comme par exemple suivre un régime alimentaire approprié, dormir un certain nombre d'heures, pratiquer une activité physique douce, ce qui jusque-là lui était impossible avec des horaires en décalé et une profession qui lui demande beaucoup d'énergie tournée vers les autres. Ma cliente a donc changé de focus en passant d'un projet de reconversion professionnelle à une prise en compte de soi qui est devenue sa priorité. Ce qui dans sa vie, jusque-là, ne lui était jamais arrivé. La reconversion, elle arrivera un peu plus tard. Partons à présent un peu plus à l'est de notre continent. Allons en Asie. Le ventre, et plus précisément la zone du bas-ventre du petit bassin, est appelée hara au Japon ou tantien en Chine. Le hara est bien plus que le ventre physiologique. Il est le centre vital, source de vie, d'énergie et de créativité. J'apprécie particulièrement cette considération du ventre car il est ainsi vu comme complet et non pas comme une zone du corps qui doit rester plate pour correspondre à des standards de mode. Un seul épisode ne suffirait pas pour parler de toute la portée du hara. Mais retenez qu'il est ce à partir de quoi tout se mue. Mouvement du corps entier, pensée intellectuelle, projet de vie, sexualité, créativité, envie, désir, énergie. En shiatsu, qui je rappelle est une de mes premières pratiques thérapeutiques et ce depuis 12 ans, le hara est la zone du corps sur laquelle le thérapeute en shiatsu va faire son bilan à la fois organique et énergétique. Sur le ventre entier, il existe une cartographie, comme en réflexologie plantaire, qui représente les organes vitaux du corps humain et qui viennent raconter beaucoup de choses sur la vie, tant intérieure que quotidienne de la personne. Pour Shizuto Masunaga, psychologue et créateur du Zen Shiatsu, les étudiants devaient observer pendant 1 an leur maître Shiatsu avant d'eux-mêmes pouvoir toucher un patient. Et il a même annoncé à la fin de sa vie qu'il fallait consacrer au moins 12 ans d'études au massage du ventre, connu au Japon sous le terme de Hanpuku ou Shinensang en chinois. Autant dire que le ventre recèle de nombreuses informations et méandre s'il faut autant d'années à un thérapeute avant d'exercer son art du toucher. Mais pour vous, vous pouvez tout à fait pratiquer des automassages qui sont tout à fait abordables, accessibles dans l'instant, car pratiqués sur soi-même. Les automassages ne demanderont pas 12 années d'études. Je crois d'ailleurs, et c'est ma volonté dans cet épisode et dans mon accompagnement en général, que la réappropriation des auto-soins est essentielle de nos jours. Vous pouvez donc lisser, palper tout en douceur votre ventre. Posez vos mains chaudes dessus. Respirez profondément. Faites-vous confiance. Vos mains savent où aller. Et répétez cette pratique. Comme cela, vous développerez votre savoir-faire. De façon plus terre-à-terre, le hara est aussi au centre du corps. Il suffit de se mettre debout, les bras levés vers le ciel, les jambes un peu espacées, et vous pouvez constater tout simplement que le ventre, bien, il est au centre de votre corps. Il agit donc comme un centre de gravité pour le corps entier. En reconsidérant le ventre comme le centre du corps, à partir duquel tout mouvement prend sa source et s'équilibre, cela peut vraiment modifier notre regard, votre regard envers ce dernier. En effet, sans lui, sans ce ventre, pas de vie. Quel beau soutien nous offre-t-il là? Et notre ventre, lui, où trouve-t-il son soutien? Notre ventre a cette chance de pouvoir s'offrir un siège très confortable afin de se poser. Ce siège, c'est notre bassin osseux, celui qui, à mon sens, sert de point de gravité au corps humain. Le bassin est à la fois cette base solide, ancrée, et cette balancelle souple et fluide. Le bassin humain me fait penser un peu à un culbuto.
Alors si vous ne me connaissez pas encore, vous allez vite découvrir ma passion pour cet assemblage osseux. Le bassin, tout comme le ventre, me fascine. Il contient à lui seul nos organes de reproduction et une partie de nos organes digestifs et d'élimination. Autant dire tout de suite que sans lui, impossible de vivre et impossible de se tenir debout. C'est en effet bien à partir du bassin, l'arrière du bassin, que la colonne vertébrale s'érige dans sa verticalité. Il y a aujourd'hui encore trop de fausses croyances sur le bassin. Savez-vous, par exemple, qu'il est en réalité impossible de poser nos mains sur nos hanches, comme on le dit dans le langage populaire. Nos mains sont en fait posées sur nos iliaques, ou pour être plus précise, sur nos crêtes iliaques. Et savez-vous combien d'os différents il faut pour constituer le bassin ? Vous connaissez certainement leurs noms. Iliaque, crête iliaque, ischion, pubis, sacrum, coccyx. Oui, mais tout ça, ce ne sont pas les noms des os du bassin. Car, en réalité, il n'y a que 3 os pour constituer le bassin. Il y a l'iliaque, la crête et l'ischion, jusqu'au pubis, qui ne forment qu'un seul et même os. Ces différents noms désignent les différentes parties de cet os. Nous en avons donc 2, un de chaque côté, qui fait le tour de notre corps. Ça démarre derrière, ça passe sur le côté, jusque devant. Et puis à l'arrière, pour accrocher ensemble ces 2 os, il y a le sacrum, et au bout de celui-ci, un tout petit os, le coccyx. À l'avant, les 2 os du pubis s'unissent au niveau d'une articulation nommée la symphyse pubienne, qui est un cartilage fibreux, ce qui signifie donc que l'ensemble de notre buste, notre colonne vertébrale et nos 2 jambes s'appuient tous sur seulement 3 os, dont 2 qui font le tour de notre corps et un à l'arrière qui a schématiquement une forme de triangle. À ce sujet, les taoïstes appellent le sacrum l'os de l'immortalité. Autant dire que lui aussi a beaucoup d'importance dans notre corps. Autre fausse croyance concernant le bassin humain. Il est souvent représenté dans sa mauvaise inclinaison. Et beaucoup de pratiques corporelles imagent le bassin comme un grand bol ou un grand réceptacle. Vous avez peut-être déjà entendu ça en pratiquant certains arts corporels. Malheureusement, cette image est erronée car ça le présente de façon trop inclinée vers l'arrière. Ça met le bassin en rétroversion. Et cette rétroversion, elle n'est pas du tout la position naturelle du bassin. Pour schématiser, c'est comme si vous étiez dans une bascule, les fesses rentrées, le pubis pointé devant. Dans cette posture, on se retrouve complètement affaissé et franchement, ça nous rend peu avenants pour aller de l'avant dans nos vies. En réalité, quand nous sommes debout, le bassin est légèrement basculé vers l'avant, comme si le bassin, réceptacle, entre guillemets, versait son contenu vers l'avant. En fait, le bassin est ouvert vers l'avenir. Et vu de derrière, les 2 iliaques forment comme 2 grandes ailes de papillon. Le sacrum, lui, peut symboliser le corps de ce papillon. La symbolique n'est pas du tout la même entre le bol et le papillon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous ressentez la différence, là, en vous ? À ce sujet, je souhaite faire un petit aparté sur l'intelligence symbolique. L'intelligence symbolique est souvent mise en opposition à l'intelligence logique, qui, en l'espace de 2 siècles, a complètement disparu de nos conceptions au détriment de la dernière. Cependant, ces 2 intelligences ne sont pas opposées, mais complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre. Redonnons donc ici toute la valeur à l'intelligence symbolique qui manque trop dans notre civilisation actuelle. Alors que l'intelligence logique porte sur des faits qui se déroulent dans le temps et à l'extérieur de nous, l'intelligence symbolique, elle, porte sur une réalité qui se passe à l'intérieur de nous et qui est toujours actuelle, dans l'instant présent. L'intelligence symbolique est la dimension existentielle. Mais comme l'intelligence symbolique est fort méconnue dans notre modernité, et puis qu'elle est quand même abandonnée depuis 2 siècles, nous avons tendance aujourd'hui à interpréter ce qui est d'ordre symbolique avec l'intelligence logique. C'est un peu comme un mécanisme. Malheureusement, cette dernière, l'intelligence logique, en tord le sens et nous savons bien que les constructions de la pensée logique sont sans limite.
Nous nous éloignons donc de la réalité vécue de notre existence et nous nous perdons dans les limbes de l'absurdité mentale. Revenir au corps et à la sensation, la voilà la réalité réelle de l'instant. Alors, lorsqu'on réalise en soi que le bassin n'est pas dans une posture de réceptacle passif, mais dans une position proactive d'ouverture vers le monde, devant, et avec deux ailes pour voler vers sa liberté, cela n'apporte pas la même tonalité dans notre existence humaine. D'autant plus, comme je l'ai mentionné juste avant, le ventre, et plus précisément le bas-ventre, est la réserve de notre énergie vitale. Le bassin, projetant cette énergie vers l'avant, nous invite à être acteurs, actrices de notre vie et dans notre pleine liberté d'être. Maintenant, il n'y a plus qu'à se poser en lui et lui faire confiance. Mais concrètement, comment faire cela ? Comment faire pour être en contact avec soi-même, posé dans son ventre ? Je crois que je vais me répéter, mais je pense que je ne me répéterai jamais assez. L'outil, the outil, est la respiration complète pour être en contact avec son intérieur, d'autant plus avec son ventre. La respiration complète est la clé de connexion à la réalité intérieure vécue dans l'instant présent. Et pour respirer dans sa complétude, à savoir dans le ventre, mais aussi le dos et la poitrine, le meilleur moyen pour s'y installer, ce sont les mouvements fluides du bassin. Un bassin figé, non mobile, ne permettrait pas d'aller respirer. Malheureusement, sauf pratique corporelle quotidienne, le bassin et les tissus qui l'entourent sont souvent verrouillés ou sous tension. La vie est faite ainsi. Les mémoires inconscientes collectives et les peurs s'emmagasinent dans les muscles profonds du psoas, du périnée et aussi du diaphragme thoracique. Ces muscles profonds, inaccessibles par l'extérieur du corps et qui mettent en rapport l'avant et l'arrière du corps. Selon nos histoires et nos mots, les tensions internes du bassin vont être plus ou moins intenses. Pour reconnecter avec notre intelligence symbolique et remettre de l'équilibre dans notre existence, revenons à la source. Revenons dans ce mouvement de bercement, ce premier mouvement qui nous a bercés dans notre vie intra-utérine. Balançons les hanches, de droite à gauche, basculons notre bassin, dessinons le symbole infini. Laissons-le retrouver ses mouvements originels. Débutez doucement, pratiquez régulièrement. Voilà la clé. Dans les pratiques corporelles perceptives, nous sommes des éternels débutants. Sachez aussi que beaucoup de colères sont enfouies dans les bassins humains. Doucement et progressivement, laissons-les s'évacuer, se transformer en énergie vitale et s'expanser. Les mobilisations douces dans les épaules et la nuque sont tout à fait complémentaires à celles du bassin. Veillez à les travailler ensemble. Pour être guidé plus précisément, je vous renvoie vers les vidéos de ma chaîne YouTube. Vous en avez plusieurs à ce sujet, notamment celle sur la respiration complète, comme je l'ai dit plus haut, mais également allez voir du côté des méditations, car au début des méditations, je guide dans une préparation corporelle. Maintenant, je vais vous présenter une autre pratique de connexion à soi que j'ai appelée l'écoute incorporée. Pour la pratiquer, un seul prérequis est nécessaire, celui de savoir respirer avec la respiration complète. La respiration complète, je le répète, est cette inspiration qui s'enclenche à partir du petit bassin, qui continue jusque sous les côtes, dans leur volume, devant, sur les côtés et derrière, et jusqu'aux clavicules. Puis l'expire, il n'y a rien à faire, juste se laisser glisser dans cette expiration, juste se laisser aller dans ce corps qui se relâche. Une fois la respiration complète en pilote automatique, c'est parfait pour pratiquer l'écoute incorporée. L'écoute incorporée est une méthode globale ancrée dans l'intelligence symbolique qui permet à la personne d'affiner son écoute à ses états de corps et états émotionnels, de laisser un espace au corps pour s'exprimer, d'accueillir et de contacter l'état de grâce. Autrement dit, ne rien faire à part être là, respirer, écouter à l'intérieur les sensations qui s'imposent sans juger ni interpréter. Pour rappel, respirer c'est vivre. Alors, laissez-vous vivre. L'écoute incorporée est une pratique d'une extrême simplicité. Et pourtant, il m'a fallu une dizaine d'années pour l'élaborer.
la ritualiser et surtout la transmettre. J'ai expérimenté par le passé que toutes les méthodes les plus simples sont celles qui offrent les plus grands résultats. Mais comme toute pratique simple, il y a un mais. En effet, l'humain, quoi qu'on en dise, cherche toujours à compliquer les choses. Quand c'est simple, le mental s'en mêle. Il veut reprendre le contrôle, agir, comprendre, décider. Mais dans l'écoute incorporée, je me répète, il n'y a rien à faire. Je vous propose donc d'expérimenter avec moi. Installez-vous sur une chaise ou un fauteuil, en posture assise. Le dos dégagé pour pouvoir respirer dans sa complétude. Ajustez vos épaules, votre colonne, votre bassin, vos pieds. Plongez dans votre respiration complète. Inspire, bas-ventre, côte, clavicule et expire. Glissez dans les épaules, le dos, la colonne, bassin. Inspire. Prenez appui dans les profondeurs de votre petit bassin. Et expire. Et de nouveau. Inspire et ainsi de suite. Voilà. Vous êtes bercé par votre respiration complète. Accueillez. Profitez. Sans vous endormir. Restez ici, conscient, consciente, à ma voix. Prenez conscience du souffle qui vous traverse. Prenez conscience de la respiration. La respiration, c'est la vie. La vie vous traverse. Paupières fermées. Regard et écoute tournés vers l'intérieur. Voyez et entendez plus grand. Ouvrez-vous aux sensations corporelles. Et écoutez. Écoutez si une zone de votre corps prend plus de place. Écoutez si une zone de votre corps a des sensations plus perceptibles. Et plongez dans cette zone du corps. Plongez dans cette zone du corps en particulier qui vous appelle avec ses sensations plus intenses. Observez les sensations. Chaud, froid, picotement, fourmillement, pincement, serrage, etc. Comme un ou une spectateur, spectatrice, observez les sensations qui s'imposent à vous et respirez. Respirez dans cette zone du corps. Cette zone du corps qui vous accapare, qui accapare votre attention par les sensations corporelles. Respirez dedans. Inspire comme dans la poitrine, ça s'expand. Ça gonfle, ça se remplit. Expire comme dans la cage thoracique. Ça se vide, ça se rapproche, ça se rétrécit. Et inspire dedans. Et expire dedans. Tout en douceur, au rythme de la respiration complète. Sans exagérer, juste ça, rien d'autre. Respirez encore et encore dans cette zone du corps, comme si elle était un poumon. Respirez. Voilà, comme cela. Respirez. À présent, commencez dans cette zone du corps. Comment sont les sensations?
Sont-elles encore présentes? Un peu. Si c'est un peu, continuez encore à respirer dedans. Encore. Respirez. Et maintenant, commencez. Y a-t-il encore des sensations? S'il n'y a plus rien, c'est parfait. Venez respirer dans le corps entier. Respirez dans le corps entier. Ouvrez votre écoute. Ouvrez votre écoute à une autre zone de votre corps qui a elle aussi des sensations qui s'imposent à vous. Plongez dans cette zone. Plongez dans cette nouvelle zone du corps et respirez. Respirez dedans. Voilà. Respirez. Et puis réévaluez. Y a-t-il encore des sensations? Encore un peu? Respirez dedans. Il n'y en a plus. C'est comme neutre ou en paix. C'est parfait. Revenez à la conscience de votre volume corporel dans son entièreté. Et poursuivez, ainsi de suite, de zone en zone, jusqu'à décider du bon moment pour vous reconnecter à votre respiration complète. Dans votre corps tout entier, de la tête aux pieds, face avant, face arrière et les côtés. Prenez 3 profondes respirations et remettez doucement du mouvement dans le corps à partir des extrémités. Laissez venir l'étirement, le bâillement. Laissez vos mains vous masser et ouvrez tranquillement les yeux. Vous pouvez vous remercier pour ce temps d'écoute incorporée. Voilà, vous venez d'expérimenter une courte pratique d'écoute incorporée. Et comme toute pratique d'écoute intérieure, il faut répéter et répéter le processus afin de l'intégrer. C'est simple, très simple, vous l'avez vu, mais les bénéfices n'en sont pas moins extraordinaires. En intégrant l'écoute incorporée dans votre vie, vous pouvez transcender les maux du passé, les difficultés présentes, les émotions inconfortables, les mémoires. L'écoute incorporée est aux états de corps et émotionnels ce que le système digestif est à l'alimentation. Viscères, entrailles, boyaux, tripes, voici les mal aimés de notre corps. Alors que le cerveau et le cœur sont valorisés, les entrailles, elles, sont tabous. Pourtant, nous savons aujourd'hui que le système digestif compte plus de 100 millions de neurones, soit 5 fois plus que la moelle osseuse. Je répète tellement c'est énorme. Le système digestif compte plus de 100 millions de neurones, soit 5 fois plus que la moelle osseuse. Ça n'est pas pour rien qu'on nomme le système intestinal le deuxième cerveau. Après 10 ans de pratique du shiatsu et des centaines et centaines de ventres touchés et palpés, je peux vous confirmer que le ventre est bien plus que le cerveau émotionnel. Il est comme le siège de notre être, celui qui conserve les mémoires, les secrets, les traumatismes. Il est celui qui traite les émotions, celui qui nous protège, celui qui gère notre énergie vitale, celui qui conserve notre énergie créatrice. J'ai toujours eu beaucoup d'informations sur la personne en touchant son ventre. Parfois même des choses tellement enfouies que je ne pouvais pas tout dire et tout mettre en mots aisément, de risque de bousculer la conscience. Qui aujourd'hui n'est jamais pris aux tripes? Spasmes, coliques, inflammation, gaz, plus ou moins importants. Ces mots courants ne sont pas à normaliser. J'insiste vraiment là-dessus. Ces mots courants parce que tout le monde les a. Ils ne sont pas à normaliser. Non, ce n'est pas normal d'avoir des spasmes quotidiennement, des coliques
quotidiennement des sensations d'inflammation, de gonflement, des gaz. Le ventre, aux 100 millions de neurones, est en train de s'exprimer. Croyez-vous vraiment qu'il soit judicieux dans nos vies de mettre sous le silence toutes ces sensations, tous ces symptômes, de rendre ça tabou, gênant? Anciennement atteinte d'une rectocolite hémorragique, je n'ai pas eu d'autre choix que de plonger dans les douleurs quotidiennes et atroces dues à l'inflammation, au saignement de la paroi intestinale et au spasme. Au lieu de fuir ce ventre souffrant, j'ai osé aller à sa rencontre. J'ai plongé dedans et j'ai pratiqué l'écoute incorporée. Alors, à l'époque, je n'avais pas encore théorisé ça sous cet intitulé. Avec cette attitude permanente d'attention et d'écoute à mon corps et à ses sensations, à mon ventre, mon existence s'est littéralement transformée. Tranquillement, mais sûrement. Je suis vraiment passée du ventre subi au ventre en vie. Clarifions un point au sujet de notre deuxième cerveau. Le système neuronal de l'intestin ne pense pas, ne raisonne pas, il ne résout pas les problèmes de maths, ni ne compose une mélodie. En revanche, le système neuronal de l'intestin nous protège des maladies. Il promeut les tâches vitales telles que les tâches digestives, hormonales et métaboliques. Il modifie également notre état d'esprit, nos émotions. La communication entre le cerveau et les cellules de l'intestin est bidirectionnelle. Autrement dit, l'un l'autre, cerveau et intestin, s'envoient et reçoivent mutuellement des données via un réseau neuronal spécifique et propre, notamment le nerf vague. Je mets ça un petit peu comme ça, comme une petite graine plantée, mais j'en parlerai pas plus ici. Les messages arrivent presque instantanément à l'un et l'autre. Les neurones de l'intestin agissent comme un véritable laboratoire de chimie. Ils stimulent la production de sérotonine, de dopamine, d'opiacés contre la douleur. C'est très intéressant. Je répète, les neurones de l'intestin stimulent la production de sérotonine, de dopamine et d'opiacés, notamment contre la douleur. Toutefois, les cellules de l'intestin envoient jusqu'à 90% plus d'informations au cerveau que le cerveau, lui, n'en envoie à l'intestin. Ce pourcentage de 90% semble vraiment indiquer que le système intestinal prend de nombreuses décisions par lui-même. Le ventre dirige. Les neurones de l'intestin et le microbiote sont essentiels pour nous protéger des maladies et pour réguler l'humeur, et ce, via la production notamment de sérotonine. Il faut savoir que 70% des cellules du système immunitaire vivent dans la région intestinale. 70% des cellules du système immunitaire vivent dans l'intestin. Nous savons également que les neurones de l'intestin peuvent réagir en activant ces cellules immunitaires lorsqu'ils détectent notamment une inflammation au niveau local. Et ce point-là est très important à retenir. Alors qu'aujourd'hui, notre médecine moderne continue à séparer les maladies en fonction de leur système, je vous propose ici de voir notre organisme dans sa globalité. Aussi, dans la prise en soin d'une endométriose, on n'oubliera pas de prévenir ou réduire l'inflammation intestinale. Dans le cadre d'une maladie intestinale, par exemple, on sera également attentive à suivre son cycle pour justement éviter un débordement de l'inflammation et des adhérences sur la matrice. Et comme l'intestin et le cerveau sont en lien constant, un intestin déséquilibré aura forcément des conséquences négatives sur le cerveau dans notre crâne. Le sujet du ventre mériterait d'être abordé au cours de plusieurs épisodes du podcast, tellement il y a de choses à dire. D'autant plus qu'ici, je n'ai pas encore abordé tout le système digestif avec le foie, la rate, le pancréas, je n'ai pas parlé des chakras, mais il va bien falloir que tranquillement nous tendions vers la fin de cet épisode. Et j'aimerais terminer par ceci, qui est un élément à mes yeux très important. Aucune sensation, aucun état de corps dans le ventre, même minime, n'est à prendre à la légère. Le ventre, en tant que source de vie, relié aux chakras racines, sacrés et au plexus solaire, au système sexuel, au système digestif, le ventre, en tant que centre de gravité du corps humain et en étroite relation avec le cerveau et le système immunitaire, ne s'amuse certainement pas à nous provoquer une sensation, une douleur
juste comme ça, histoire de nous embêter. Sachant qu'en plus, chaque ovaire de femme contient déjà les ovocytes de sa petite fille. Le ventre ne peut pas être subi. Si le ventre, source de vie, est subi, quelle vie vivons-nous ? Certainement pas la vie que ce ventre envisage à la base de nous offrir, et ce, 2 générations avant qui visent déjà la création. Et si, finalement, la fonction de notre ventre, c'était aussi de nous reconnecter au vivant en nous, pas seulement de porter la vie et de rendre la vie fluide, mais de nous reconnecter à ce qui fait sens, à ce qui fait vie en nous, à ce qui est vibrant et fluide. Sur ce, je me permets de vous répéter que je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet au sujet de la retraite Le ventre sacré en juillet de cette année. Si le sujet du ventre vous a plu, si vous vous êtes reconnu dans ce ventre subi et que vous avez envie d'un ventre en vie, d'un ventre aimé, aimant, allez jeter un coup d'œil sur la page de mon site internet, La retraite, le ventre sacré. Si vous avez des questions, je suis disponible par mail. Et en attendant, merci, mais merci beaucoup pour votre écoute et surtout, bonne mise en pratique de l'écoute incorporée. Bien évidemment, si cet épisode peut intéresser une personne de votre entourage, merci également de lui partager. Et je vous dis à tout bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.